Bienvenue sur Ici Éco. L'unité de gestion des risques de catastrophe du gouvernement libanais a dévoilé un plan national d'urgence au cas d'une éventuelle attaque israélienne contre le pays. Ce plan vise à protéger la population des répercussions d'une telle attaque, à pourvoir à ses besoins. Il a été développé en réponse à la guerre qui oppose le Hamas à Israël depuis le 7 octobre et aux inquiétudes quant à une possible extension de la guerre au Liban. Le plan a été développé en prenant en considération les pressions que pourrait subir le secteur de la santé ainsi qu'un éventuel blocus naval et aérien. Dans le cadre de ce plan, les ministères, institutions et autorités concernées seront mobilisés. Les services publics et le personnel médical seront de même en état d'alerte en cas de guerre pour mener des opérations de sauvetage. Des instructions ont été en outre données aux municipalités pour contribuer aux opérations de sauvetage. Concernant le financement, deux principales sources ont été identifiées. Le Trésor et les organisations internationales, qui donnent actuellement la priorité à certains programmes au détriment d'autres, moins urgents. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées aux répercussions de la guerre à Gaza sur le secteur médical, pharmaceutique et hospitalier libanais, et cela avec Dr Youssef Bakhash. Vous êtes président de l'Ordre des médecins de Beyrouth, Salma Sabaassi, qui est président de l'Association des importateurs d'équipements médicaux, et Joseph Rayib, qui est président du syndicat des importateurs des médicaments. Donc je commence directement avec vous, Dr Youssef Bakhash. On sait que beaucoup de médecins ont émigré depuis le début de la crise, donc en 2019. Parce que, nous savons très bien, les conditions de vie de ces médecins-là étaient bien catastrophiques, disons. Aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt pour répondre à une demande accrue de blessés dans le cas d'une guerre? Vous, médecin. Tout le monde sait que depuis 2019, on estime que 35% du corps médical est parti et tout le monde sait les raisons pour lesquelles ces médecins sont partis. Je voudrais m'arrêter à début 2023 parce que tout le secteur privé au Liban s'est adapté à la crise et au dollar, ce qui a poussé à peu près 30 à 40% de ces médecins qui sont partis à revenir au Liban. Donc on estime que 3500 sont partis, mais 1500 à 1800 médecins sont revenus. Aujourd'hui, si on prend la démographie médicale par rapport à la population libanaise et en tenant compte des réfugiés syriens et palestiniens, parce que ce sont aussi des patients, aujourd'hui, le ratio des médecins par rapport à la population qui vit au Liban est inférieur aux ratios et aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire qu'on a besoin de médecins. Si dans certaines spécialités, ce problème, on ne le ressent pas, par contre, dans des spécialités dont on a besoin, en temps de crise, en temps de guerre, en temps de tremblement, par exemple, la médecine d'urgence. Aujourd'hui, au Liban, on a besoin de 400 médecins urgentistes. Si on regarde la spécialité, la médecine d'urgence au Liban, aujourd'hui, en fonction du nombre de la population libanaise, on a besoin de 400 médecins urgentistes répartis sur tout le territoire. 400. Nous avons 40 aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on n'a que 40 médecins urgentistes. Donc ces gens-là travaillent dans les hôpitaux universitaires, dans la capitale. Et le problème se pose dans les hôpitaux, dans le reste du secteur hospitalier au Liban, surtout là, par exemple, où en cas d'attaque ou en cas de crise ou en cas de guerre, là où les blessés vont affluer dans les services d'urgence. D'autres spécialités aussi souffrent d'un manque, par exemple, quand on regarde les anesthésistes. Aujourd'hui, on a assez d'anesthésistes pour faire fonctionner nos hôpitaux. Mais non pas pour soutenir une guerre. Mais tout à fait. Pour avoir 5 000, 4 000, 10 000, comme on voit à Gaza, en un mois, il y a eu plus de 20 000 blessés. Donc aujourd'hui, on a assez d'anesthésistes pour faire fonctionner le système, mais certainement pas
pour travailler un mois, jour et nuit, et soigner les Nous allons, blessés qui vont nous allons arriver. parler plus du plan de réponse donc, que vous avez bien préparé au sein du syndicat, mais je passe à Joe Ghraïb. Monsieur Ghraïb, donc, nous avons bien vécu une pénurie de médicaments suite à la crise de 2019. Tout à fait. Comment la situation se présente aujourd'hui? Bon, Maurice, pour remettre la situation en perspective, parce que les Libanais sont dans la prolongation de la crise de 2009 alors que la situation a changé. En 2019 et sur les années qui ont suivi, il y a eu un hard stop sur le stock de médicaments qui se trouvait, ce qui a engendré une pénurie. Dire hard stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les importations ont stoppé de manière nette sur plusieurs étapes. Donc il y a eu une pénurie assez dure sur les médicaments qui doivent se trouver sur le marché libanais. Néanmoins, sur les 2 dernières années, il y a eu des politiques de levée et de redistribution de la subvention. Ce qui fait que sur les 12 derniers mois, les importateurs ont réussi à rebâtir leur stock stratégique. Donc, le stock des produits a été divisé en 4 catégories. Donc, ce qu'on appelle les OTC et acute, les médicaments chroniques, les médicaments d'hôpitaux, donc anesthésie, antibiotiques, pain management, et les médicaments d'oncologie. Donc sur les 3 premières catégories, aujourd'hui le stock qui se trouve au Liban varie entre 2 et 4 mois, donc à une moyenne de 3 mois. En prenant en considération le stock des hôpitaux? En prenant uniquement en considération le stock qui se trouve chez les importateurs. Si on si rajoute le stock qui se trouve dans les hôpitaux et dans les pharmacies, on rajoute à peu près 1 mois. Sur certains hôpitaux, sur les hôpitaux dans les régions centrales, on peut monter jusqu'à 2 mois supplémentaires. En ce qui concerne la 4e catégorie? En ce qui concerne la 4e catégorie, ce sont les produits d'oncologie. Donc au niveau cancer, vous dites ici, tout à fait, contre le cancer. le médicament contre le cancer. Donc sur cette catégorie, c'est le stock qui est le moins élevé. Néanmoins, depuis le début de la crise à Gaza, les distributeurs et les importateurs ont pris contact avec les laboratoires pharmaceutiques pour essayer d'augmenter ce stock. L'avantage, c'est que ce sont des produits à petit volume, donc l'acheminement de ces produits se fait par voie aérienne. Donc on essaye graduellement d'augmenter notre capacité sur les produits en oncologie pour monter jusqu'à 2 mois. Selma Sabarassi, vous êtes présidente de l'Association des importateurs d'équipements médicaux. Vous dites quoi à propos de vos stocks? Si vous me permettez. Vous êtes contre la guerre, hein? Ça, on commence par là, effectivement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde parle de comment arrêter la guerre, comment, si la guerre commence, qu'est-ce qu'il faut faire. Comment réagir. Exactement, mais personne ne dit non à la guerre. Moi, vous me permettez de dire non à la guerre. No to the war. Not to the war. Not to the war. No to the war. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je considère qu'en tant que Libanaise, la seule association qui se permet de me défendre ou de m'entraîner dans une guerre, c'est l'armée libanaise. Tout le monde sait aujourd'hui qu'aux frontières israéliennes, l'armée libanaise a reçu des bombes, mais elle n'a pas répondu. De quel droit, moi, en tant que Libanaise, je supporte le peuple de Gaza jusqu'au bout. Sûrement, nous sommes contre cette inhumanité qui se passe à Gaza, mais on n'a pas besoin de vivre la même chose. Je ne vois pas pourquoi nous, on doit s'entraîner dans une guerre, sachant la fin de cette guerre qui va nous mener au même résultat de ce que le peuple destructive complètement. Et nous ne sommes sûrement pas dans une situation qui nous permet. On vit déjà au niveau d'une pauvreté depuis 2019. La conséquence et les conséquences de la crise de 2019. Exactement. Pourquoi s'entraîner? Au lieu de faire tous ces efforts, moi je me permets de demander à l'État et au gouvernement si tous ces efforts qui sont en train de se mettre aujourd'hui pour faire une solution contre la guerre au cas où ça se passe, qu'ils se mettent tous en une position et dire non à la guerre. Non à la guerre, mais plan d'urgence pour vous en tant que importateur d'équipements médicaux. Donc votre situation aujourd'hui à propos des stocks chez vous, est-ce qu'il y a un plan d'urgence? Nous, actuellement, nous avons un stock qui couvre 2 à 3 mois entre nous, dans nos stocks et dans les stocks des hôpitaux. Mais par contre, on a demandé, on avait une réunion au Parlement
avec le ministre aussi, et nous avons demandé des organismes concernants, c'est-à-dire comme la Croix-Rouge et l'armée, de nous donner les listes des produits qui sont demandés en plus durant des guerres. Nous, on a des stocks normaux. Donc, par exemple, si on parle des points de suture, si on parle des kits pour les cassures, etc., les sacs de sang, tout ça, et nous les attendons, on ne les a pas encore reçus, pour pouvoir augmenter le stock de ce côté-là. Docteur Bakhash, vous parlez toujours d'une collaboration avec le ministère de la Santé, spécifiquement au niveau des besoins en médicaments, équipements et autres. Vous avez mis en place un plan d'urgence pour faire face à toute guerre possible. Expliquez-nous un peu ce plan. Alors, avant, permettez-moi de joindre ma voix à ce que la présidente Arasi vient de dire. Elle a bien commencé avec la politique, Salman. Bien sûr. Je pense que personne au Liban, aucune famille ne veut la guerre. Ça, c'est clair. Ne veut la guerre. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, moi, en tant que président de l'Ordre des médecins, donc on a une responsabilité vis-à-vis de notre peuple libanais. Donc, comment se préparer face à une guerre ou face à n'importe quelle crise, que ce soit une explosion ou un tremblement de terre. Donc, on a commencé notre interview avec le manque de médecins dans certaines spécialités. Donc, l'idée de ce plan de crise émane du fait, déjà, d'identifier quelle est la force médicale et le nombre de médecins dont je dispose, moi, à l'Ordre des médecins. Et ensuite, comment puis-je répartir ces médecins sur les hôpitaux, sur les centres hospitaliers qui vont avoir un afflux de blessés pour pouvoir offrir à ces blessés le service, parce qu'on sait que ces gens-là vont avoir besoin d'intervention et d'opérations en urgence. Donc si je prends par exemple l'exemple des médecins urgentistes. Aujourd'hui, on sait que le ministère de la Santé et tous, on travaille en collaboration et sous le chapeau du ministère de la Santé. Ils ont leur plan de distribution, d'équipement, de matériel, etc. La Croix-Rouge a aussi son plan de communication et la ligne rouge pour transporter les malades. Le problème, par exemple, aujourd'hui, si j'ai un blessé dans le sud et que j'ai besoin de l'admettre dans un hôpital à Beyrouth, d'abord, il faut que l'information arrive et il faut que l'équipe soit prête à l'hôpital universitaire pour le recevoir. Donc tout ça a besoin d'une communication professionnelle pour que les soins soient donnés dans les meilleures conditions. Donc ce qu'on a fait au niveau de la société de médecine d'urgence, on a créé un groupe entre les 40 partenaires qui, eux, déjà en temps normal, travaillent ensemble pour qu'on puisse, en parallèle avec le ministère, en parallèle avec la Croix-Rouge, puisse aussi transmettre l'information pour mettre nos services au mieux, avec le peu de moyens qu'on a, au mieux au service des patients. Donc notre plan aussi commence par la distribution des spécialités que j'ai. Par exemple, si j'ai besoin, on a identifié dans chaque spécialité quels sont les médecins capables de se déplacer. Par exemple, si ça se trouve, j'aurais besoin d'un neurochirurgien pour se déplacer dans un hôpital dans la BK. En deuxième ligne, pas forcément en première ligne de guerre. Donc tout ça, tous ces gens-là sont prêts, sont identifiés pour les déplacer en cas de besoin. Le troisième niveau d'intervention, toute attaque, toute crise, toute guerre, va s'accompagner de mouvements de la population, donc d'émigration. Et déjà, elle a commencé à Tyr et beaucoup de gens sont venus s'installer à Beyrouth. Donc, s'il y a un grand afflux de population, ces gens-là vont venir dans les hôpitaux, ils vont venir dans les dispensaires, dans les centres de soins primaires. Eux, déjà, même s'ils ne sont pas blessés, ils souffrent de maladies chroniques, donc ils auront besoin de médecins pour les suivre, pour les soigner et s'occuper d'eux. Donc là aussi, je peux mobiliser des médecins généralistes, des médecins de famille pour aller s'occuper des gens blessés ou des gens qui ont besoin de soins. Et encore,
il se peut aussi qu'on arrive, ou que les organisations non gouvernementales mettent en place des hôpitaux de guerre aux entrées de Beyrouth qui vont avoir besoin de médecins, de chirurgiens. On a bien vu Et ça, là aussi- on a vu ça à Armèche aujourd'hui, donc depuis 2 semaines. Tout à fait. Et nous, on participe déjà à la fourniture de matériel pour équiper. Mais nous avons toujours un problème au niveau du financement. Ça va être financé comment? Alors, moi, je ne peux pas parler de financement parce que moi, j'offre un service. Mais qui va payer ces médecins? Personne, parce que je sais que l'exemple que je Donc, vais un but prendre, lucratif. c'est celui, tout à fait, non lucratif. Non lucratif. Parce que je peux vous affirmer que l'explosion du 4 août, on a soigné 7000 malades en 24 heures et aucun médecin a touché, a été compensé. Joseph Erraïb, quelles sont les précautions et mesures qui ont été prises par les importateurs de médicaments en prévision d'une guerre qui peut survenir au Liban? Et vous avez bien noté que en cas de blocus donc, des ports libanais, vous avez bien parlé aujourd'hui avec les organisations internationales pour continuer à importer des médicaments au Liban, soit par voie maritime depuis Chypre, soit par voie aérienne depuis les Émirats. Maurice, juste avant de revenir sur la question, je pense qu'il y a un aspect très important qu'il faut prendre en considération que Dr Bachash a mentionné. C'est que durant une guerre, il y a deux composantes importantes qu'il faut prendre en considération. La première, c'est de traiter les blessés de guerre. La deuxième, c'est de s'assurer que les malades qui ont des maladies chroniques, qui ont des maladies graves, puissent avoir accès au traitement, parce que les conséquences des casualties peuvent être supérieures dans la deuxième catégorie que la première si les produits ne sont pas assurés. Donc dans cette perspective, le syndicat des importateurs, en collaboration avec le ministère de la Santé et certaines organisations, œuvrent à s'assurer que les besoins en médicaments pour ces deux composantes sont assurés. Au niveau des plans de gestion de crise, je pense que au tout début, il faut qu'il y ait un alignement au niveau de la gestion de crise de par les gens. Il faut éviter d'avoir un mouvement de panique qui crée et qui amplifie la crise. Comment rassurer les Libanais? Qui crée et qui amplifie la crise. Comment rassurer les C'est Libanais? facile de dire ça, Non, c'est facile de tout à fait, demander tout à aux fait, tout à Libanais fait. de ne pas stocker. Tout à fait, tout à Mais fait. les Libanais ont bien subi les conséquences de la crise de On est 2019 avec le Covid, on est tout à fait d'accord, mais il y a une responsabilité collective. La responsabilité collective veut que celui qui a les moyens de stocker ne prive pas celui qui n'a pas les moyens de celui stocker. qui attend la fin du mois pour acheter une Justement, boîte. parce C'est ça. qu'il y a certaines catégories de la population qui peuvent stocker pour 10 mois et qui créent un déséquilibre au niveau de ceux qui ne peuvent pas stocker. Donc je pense qu'au niveau de la conscience collective, au niveau de la responsabilité collective, c'est important de le dire. En même temps, on peut rassurer dans une certaine mesure que tant qu'il n'y a pas de blocus, la quantité de médicaments qui est sur le marché suffit pour tout le monde. Dans cette perspective, le plan d'urgence adresse une situation de blocus. En situation de blocus, qu'est-ce qui se passe? L'approvisionnement en médicaments sera interrompu. Dans cette perspective, on a pris contact avec plusieurs compagnies logistiques qui sont basées soit aux Émirats arabes unis, soit à Chypre, dans une logique de ne pas avoir plusieurs acheminements, mais de grouper les besoins et, à travers le gouvernement, les organisations internationales, d'avoir des autorisations spéciales, comme ce qui se fait aujourd'hui à Gaza, pour avoir des acheminements par voie aérienne ou voie maritime, dépendamment du volume de ces produits. En tant qu'équipement, d'importateur d'équipements médicaux, vous êtes d'accord qu'il ne faut pas que les Libanais aujourd'hui fassent panique? Le dire, c'est facile. Ouais, c'est ça. Mais le faire, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, chacun prend le cas de lui-même. Moi, j'ai stocké. J'ai pris des provisions sur 3 mois pour mes parents comme médicaments. Pas parce que je n'ai pas pensé aux autres, mais aujourd'hui, j'ai mes parents qui, pour moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'acheter. Demain, je ne sais pas s'il va y avoir des produits sur le marché. Je pense aujourd'hui, si tu me permets, Maurice, de chez vous ici,
il faut s'adresser, je pense Ici, que c'est... Beyrouth. Ici, oui, Oui. ici Beyrouth. Ici Beyrouth vers le monde. C'est très important que tout le monde nous aide à comprendre que la guerre au Liban ne doit pas nous être imposée. Merci. C'est très important parce que tous ces plans, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé. Docteur Bakhash, j'ai assisté à plusieurs réunions. Ils ont fait des plans extraordinaires, mais on sait tous qu'aujourd'hui, c'est des plans. Quand il y a une panique, je ne sais pas combien ces plans vont être respectés. D'un autre côté, si vous me permettez, je représente aussi la chaîne du secteur privé, Lebanese Private Sector Network, qui, eux, à mon avis, le secteur privé, lui, est la seule communauté aujourd'hui qui permet au Liban de se tenir debout. Et tout ce secteur dit non à la guerre parce que la première chose que la guerre va faire, elle va les massacrer. Oui, et là... Docteur Bakhash, la tension dans la région, en particulier à la frontière libano-israélienne, a incité certains hôpitaux au Liban à déclencher le plan blanc, connu sous diverses appellations selon le pays, comme Disaster Management Plan et autres, à anticiper certainement une situation d'urgence sanitaire. Est-ce que les conditions requises pour la mise en œuvre d'un plan blanc sont remplies? Je voudrais juste mettre la lumière sur ce que l'Ordre des médecins a fait dans le cadre de ce plan blanc et qui va aider ces hôpitaux à le mettre en œuvre. On a travaillé sur l'enseignement de tous les gens qui vont être en contact avec les blessés. Et nous, comme Ordre des médecins, on a fourni des gens spécialisés dans la gestion des blessures d'une façon générale et des blessures de guerre en particulier, avec le ministère de la Santé, avec la Croix-Rouge internationale, avec l'Organisation mondiale de la santé et avec Médecins sans frontières. Et on a formé des équipes. Et le travail va commencer demain, vendredi, où une quarantaine de structures hospitalières réparties dans le sud, dans la BK et dans la BK Nord, vont être réparties entre ces différentes structures et des équipes de 4 personnes vont aller sur place pour former des gens qui vont former d'autres personnes à la mise en place de ce plan blanc et à la gestion et à la logistique en cas de réception d'un grand nombre de blessés. Alors aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de structures ne sont pas prêtes à la mise en place ou à l'enclenchement de ce plan blanc, mais je pense avec notre intervention et l'intervention des différentes structures comme l'OMS, comme la Croix-Rouge internationale, on va les supporter pour que ce plan puisse fonctionner comme il faut. Je voudrais aussi parler d'un travail scientifique que nous sommes en train de faire, qu'on a commencé, et qui va aider aussi les importateurs à estimer la quantité dont on a besoin. Alors, il faut prendre en considération ce qu'on a subi en 2006. Tout à fait, et je vais revenir aux chiffres. Parce que c'est bien beau de dire je vais augmenter mon stock, mais est-ce que ce stock va répondre aux besoins du nombre de blessés qui va arriver? Mais avec un certain coefficient d'erreur, certainement. À qui dernier? On peut accepter 5-10% de marge de manœuvre. Et je prends l'exemple du nombre de transfusions sanguines, par exemple, qui a été faite. Si on revient à 2006, sur les 4000 blessés, 4400 blessés qu'il y a eu, 1200 ont été hospitalisés. Et sur ces 1200, chaque 3 patients ont eu une transfusion sanguine. Ça veut dire qu'on a eu besoin de 400 poches pour couvrir les 1200 blessés. Alors, si on compare à d'autres crises, par exemple, l'explosion qu'il y a eu en 2004 en Espagne, l'explosion du train, il y a eu moins de transfusions parce que l'explosion était plus importante, donc il y a eu plus de morts. Donc, une poche a été nécessaire pour 10
personnes. Pendant l'explosion du 4 août, chaque 6 personnes, le port de Beyrouth, chaque 6 personnes ont eu besoin d'une poche. Donc aujourd'hui, si on revient à 2006, chaque 3 personnes vont avoir besoin d'une poche de sang. Et si on calque sur ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire 20 000 blessés pendant un mois, ça veut dire qu'on va avoir besoin de 7 000 poches de sang, donc 7 000 donneurs, 7 000 unités de sang. Donc ça donne une idée. Est-ce que c'est possible de couvrir cette demande, vous pensez? Aujourd'hui, avec le stock actuel, non. Ah. Parce que ce n'est pas les provisions qui ont été calculées pour. Normalement, la consommation actuelle n'arrive pas à ces chiffres-là. Comment anticiper alors? C'est les chiffres que nous attendons du gouvernement, du ministère de la Santé et de la Croix-Rouge. Donc c'est là le travail d'urgence. Ça fait partie de ce que nous on fait, qu'on met à la disposition du ministère de la Santé pour essayer au moins de tenter de couvrir 70% du besoin. Sachant qu'on espère ne pas arriver à ce scénario. Et on fait ce travail sur tout le type de blessures qu'on va blesser. Par exemple, les antibiotiques. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, on utilise les antibiotiques classiques. Mais en temps de guerre, on va avoir besoin d'antibiotiques de 3e, 4e génération. Et là, on est en train d'estimer la quantité théorique dont on va avoir besoin et voir si nos stocks sont là ou alors s'il faut augmenter les stocks ou en commander. Djouri, vous êtes prêt à pouvoir couvrir cette demande? En fait, pour clarification, vous avez mentionné les besoins de financement. Au niveau des produits, généralement, en règle générale, Dr Baha, je peux confirmer, les produits qui sont utilisés pour la gestion des blessés de guerre, ce sont des produits qui généralement appartiennent à des catégories de prix pas très élevées. Donc si on est sur les antibiotiques, si on est sur le pain management, si on est sur les anesthésies, les produits d'anesthésie, généralement ce ne sont pas des produits chers comparés à des thérapies comme l'immuno-oncologie. Donc la capacité de pouvoir augmenter les stocks en plus de ce qu'il y a, parce qu'aujourd'hui sur ce type de produit on est très proche de ce dont on avait en 2019, mais en 2019 on n'avait pas une situation de guerre. Donc la capacité de pouvoir augmenter les stocks et répondre à la demande telle que précisée par l'ordre des médecins pourra être faite. On n'a pas de grande inquiétude dans la mesure où logistiquement... qu'il n'y a pas un blocus. Dans la mesure où logistiquement, il n'y a pas de blocus pour l'acheminement des produits. D'accord, ça c'est clair. Salman Assi, Djouri a bien mentionné que des concertations sont menées avec un certain nombre d'entités logistiques et d'entreprises situées à l'étranger afin de pouvoir, en cas de blocus des ports libanais, de collecter toutes les demandes lancées et obtenir par l'intermédiaire du gouvernement libanais un permis spécial auprès des organisations internationales pour continuer à importer des médicaments. Donc, vous, en tant qu'importateur d'équipements médicaux, vous avez un plan B? Non, malheureusement pas, parce que nous... Trop de noms aujourd'hui, vous êtes aussi pessimiste aujourd'hui. Je suis sincère, c'est tout. C'est parce que les choses... aujourd'hui, on a beaucoup en équipement et consommable médical. Le nombre, il est beaucoup plus grand et les volumes et les pays d'importation sont variés. En plus, on a beaucoup plus d'importateurs que dans le pharmaceutique. C'est pour cela que nous avons le groupe des membres du syndicat avec qui on collabore jour par jour. On essaye de voir, mais ça, vu qu'on est quand même assez proche du syndicat des importateurs pharmaceutiques, j'espère que non, mais le jour où on en aura besoin, on pourra collaborer facilement. Vous avez pu résoudre vos problèmes avec la Banque centrale? Vos dossiers qui sont bloqués Encore un non. Encore un non. Non, l'argent est toujours bloqué à la Banque centrale. Et alors, les compagnies qui sont à l'étranger, donc ils travaillent avec vous comment maintenant? Cash in advance, paiement en avance. Tout est en paiement en avance. Et en plus, si vous voulez, même les derniers produits qui ont été vendus à prix substitué, subsidized, n'ont pas été payés encore.
Maurice, c'est un forum c'est un forum et c'est une émission qui est focus sur la préparation vis-à-vis de la guerre. Néanmoins, je pense qu'il est important de réaliser que nous avons beaucoup de partenaires dans le domaine pharmaceutique et médical qui se sont tenus aux côtés du Liban. Ça veut dire que ces partenaires, à certains moments donnés, ont avancé plus de 600 millions de dollars en produits pharmaceutiques et médicaux au Liban sans être payés. Il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits pour diminuer le montant de cette dette. Néanmoins, la dette, elle est toujours présente. Et je pense que dans la mesure où on peut envoyer des messages positifs à ses partenaires, il serait favorable de le faire parce que ce sont des organisations, des institutions qui ont un côté humanitaire aussi et qui se tiennent aux côtés du peuple libanais en temps de crise. Durant l'explosion du port de Beyrouth, on a eu énormément de donations qui sont arrivées de par ces partenaires qui ont été acheminés au Liban totalement à la charge de ces organisations et de ces entreprises. Donc dans la mesure où on pourrait essayer de les rassurer, je pense qu'il serait favorable de le faire en prévision de crises futures. Donc, Docteur Bakhash, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, donc je voudrais ajouter qu'au niveau du plan de crise qui est organisé par le ministère de la Santé et auquel nous avons participé, beaucoup de travail a été fait et des prévisions ont été faites. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé a transféré du matériel de soins et des médicaments pour des pathologies chroniques qu'ils ont fait venir au Liban en cas de besoin. Pour les blessés de guerre, à côté des médicaments, on va avoir besoin aussi de matériel d'orthopédie, ça veut dire des implants, des plaques, des vis, des fixateurs externes. Et le ministère de la Santé a fait un travail important et il a pu obtenir 5 kits de ce type de matériel qui peuvent couvrir à peu près 5000 blessés avec des implants, des vis et des plaques. Et l'autre aussi aspect qui a été pris en considération dans ce plan de crise du ministère de la Santé, c'est qu'aujourd'hui, en temps de guerre, on risque d'avoir les régions séparées et avec aucune possibilité de se déplacer. Donc tout ce matériel a été distribué dans les régions pour que les hôpitaux puissent avoir accès à ce matériel en cas de besoin. Ça, c'est important, mais il faut bien dire qu'il faut aujourd'hui investir tout effort pour dire non à la guerre. Donc, certainement, il faut prévoir tout. Il faut être prêt. Prévoir le pire et espérer le meilleur. Espérer le mieux. Donc, bien voilà, un dernier mot, Salma Rassi, Joe Ghalaib et Dr Youssef Bakhash. Non à la guerre. C'est ça. Joe Ghalaib, vous dites quoi aux Libanais quand importateur de médicaments? D'essayer, dans la mesure du possible, de ne pas créer une crise et un mouvement de panique qui n'est pas encore là. On est en train d'essayer de travailler dans la mesure du possible pour assurer les besoins en médicaments pour tous les Libanais et nous avons pris certaines précautions. Bon, une fois qu'on est dans une crise, les précautions qu'on a prises ne sont pas toujours adaptées à la crise et on devra redéfinir ce qui doit être fait dépendamment de la situation sur le terrain. Mais néanmoins, on est mobilisé. Et les usines libanaises sont prêtes aussi à couvrir une part de la demande du marché? Je pense que les usines libanaises sont aussi prêtes. Ils ont des stocks de matières actives et ils se sont préparés à pouvoir répondre à une partie de la demande aussi. Docteur Youssef Bakhash, vous dites quoi aux médecins libanais? Il y a des médecins qui ont quitté le Liban en 2019. Beaucoup sont revenus en 2003. Et moi, je leur dis que cette période noire un peu va, j'espère, vite passer et que moi, je les encourage à revenir comme leurs prédécesseurs parce que tous, on a une responsabilité vis-à-vis de notre pays. Je veux ajouter aussi, comme tout le monde, non à la guerre, mais je veux dire aussi que tout le travail qu'on est en train de faire n'est pas en vain parce que tout ce qu'on fait comme études, comme simulations, comme statistiques vont servir à n'importe quel moment vis-à-vis de n'importe quelle catastrophe qui peut toucher le Liban. C'est bien parfois, c'est bien parfois de trouver des conditions aussi, bien voilà, dire des conditions qui nous poussent un peu à faire des études, des statistiques, pour voir si on est prêt, oui ou pas. Donc, sachant qu'on on peut dire ça un genre de stress test.
tout donc, à fait. pour voir si on est prêt. Donc. Qu'on manque beaucoup de données au Liban, mais on se base sur des données internationales et des études internationales. J'aimerais conclure sur un point, si vous le permettez. Dr Bakhash a mentionné qu'il y a un grand nombre de médecins qui sont revenus. Donc, on ne veut pas idéaliser la situation. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des médecins qui sont revenus, au niveau de la reconstitution du stock stratégique qui a été fait, on est au meilleur comparé aux 4 dernières années qui sont passées. C'est ça. Donc, voilà. Docteur Youssef Bakhash, vous êtes le président de l'Ordre des médecins de Beyrouth. Salma Sabarassi, vous êtes présidente de l'Association d'importateurs d'équipements médicaux. Et Joseph Errailly, vous êtes président du syndicat des importateurs de médicaments. Je vous remercie. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci. Et voilà, mes chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.